Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler à la SMF. Je dois dire que c'est très stressant, mais bon, merci beaucoup. Alors, avant de démarrer mon exposé, je vais répondre à la question qui a été posée hier à Fanny Cassel, à savoir pourquoi les mathématiques. Question très intéressante. Alors, quand j'étais en terminale, j'aimais bien la philosophie, j'aimais bien la biologie, j'aimais bien les mathématiques. Bon, j'ai un peu éliminé la philosophie assez vite parce que c'était quelque chose que je venais de découvrir. J'aimais beaucoup la biologie, mais aucune envie qu'on tue un animal pour que je le dissèque. Donc, ça a été éliminé. Donc, je me suis tournée vers les mathématiques. Alors après, qu'est-ce qui me plaisait dans les mathématiques? Eh bien, ce qui me plaisait beaucoup dans les mathématiques, c'est que le fait que les choses soient vraies ou fausses. Et que c'est vrai ou c'est faux, non pas en raison de la notoriété de la personne qui le dit, mais c'est vrai ou c'est faux parce qu'on peut le prouver. Donc on peut avoir quelqu'un de très très fort, de très renommé qui dit quelque chose de faux, et quelqu'un de beaucoup moins connu qui dit non mais c'est faux et je vais te le prouver. Et donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans tous les autres domaines. Donc il y a ce côté à la fois rassurant et aussi ce n'est pas la notoriété qui l'emporte, c'est la véracité des choses. L'autre chose qui m'attirait aussi, c'est déjà en terminale, on a vu des choses qui étaient jolies. Enfin, on a vu les coniques, non? Vous vous rappelez de ça? Quand on envoie une lumière ou un signal à partir d'un foyer, ça arrive à l'autre foyer. Et donc la même chose pour les paraboles. Quand un signal arrive de l'infini dans cette direction, tout arrive toujours au foyer. Donc ça aussi qui a été utilisé, on le raconte par Archimède dans ses miroirs ardents pour brûler des bateaux, mais qui est utilisé à notre époque pour capter des signaux de satellites, ou bien pour faire des fours solaires comme celui d'Odeyo, ou des fours solaires un peu plus petits qu'on peut utiliser en camping. Donc ces objets mathématiques que je trouvais beaux, cette beauté, c'est quelque chose aussi qui m'a poussée. Alors pourquoi la recherche? Donc j'étais en terminale un petit peu à la recherche de ce que j'allais faire, et je suis allée à la université à côté de chez moi, aux Journées Portes Ouvertes, et il y avait cette conférence au titre « Qu'est-ce que la recherche en mathématiques ?» Nous y sommes allés à plusieurs, et c'était une collègue qui expliquait ce qu'était la recherche en mathématiques. On était libre de travailler sur ce qu'on voulait, alors rien que ça, génial. Bon, donc voilà, donc je suis ressortie de cet amphithéâtre en me disant c'est super la recherche en mathématiques. Mais comme j'ai un peu les pieds sur terre, je me suis dit bon, toujours avoir un deuxième choix. Donc je vais à la fac, je vais faire des maths, c'est mon premier choix. Mon deuxième choix c'est l'informatique. Si les maths ça marche pas, il y a du boulot en informatique, je basculerai en informatique. Puis après, je suis partie dans une filière un petit peu ingénierie, maths avec des maths, et puis aussi une possibilité de devenir ingénieur. Donc, je me suis dit, bon, bah, mon choix 1, c'est de faire des maths, de la recherche, toujours. Et puis, si ça marche pas, ben, je partirai dans l'ingénierie. Après, je suis allée en thèse. Alors, il était pour moi encore hors de question d'aller en thèse sans une voie B. Donc, j'avais passé l'agrégation. Donc, si ça ne marche pas, si je ne me faisais pas recruter enseignante-chercheuse, parce que j'étais au courant que les postes étaient déjà un peu rares, eh bien, je serais devenue professeuse de mathématiques agrégée. Voilà, donc c'était un peu pour vous expliquer comment je suis arrivée là. Il se trouve qu'à chaque fois, j'ai eu de la chance, mes choix se sont réalisés. Donc, je vais à présent vous parler donc, de mathématiques. Alors, je vais vous parler de théorie ergodique. Donc, la théorie ergodique est apparue avec la fondation de la mécanique statistique. Donc, Maxwell a été le premier à réaliser que les collisions avaient tendance à produire des particules dont la vitesse était complètement chaotique, plutôt donnée par une loi de Proba que par une valeur précise. Et donc il s'est demandé s'il y avait une notion d'état d'équilibre de ces vitesses. Cette hypothèse de loi d'équilibre, donc de chaos moléculaire, a été utilisée ensuite par Boltzmann pour l'établissement de son équation. Donc, et un autre nom, deux autres noms qui me paraissent très importants dans la naissance de la théorie ergodique, c'est Henri Poincaré, voilà. Nom éponyme, voilà. Donc nous sommes à l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, donc un petit clin d'œil qui dans son travail sur les trois corps, donc qui portait sur la mécanique céleste, a établi des résultats de récurrence qui ont été le fondement
de la théorie ergodique. Et ensuite, il y a eu le livre de Gibbs qui présentait la mécanique statistique comme une théorie cohérente et systématique. Alors, il y a différents exemples. Alors, comme je le disais, les systèmes dynamiques sont à l'interface de beaucoup de domaines des mathématiques. Une manière de le voir, c'est de voir le nombre de systèmes qui exhibent un comportement chaotique. Donc, dans les premiers, il y en a qui sont de nature algébrique, des automorphismes du groupe, donc des automorphismes du tore. Donc, la fameuse transformation de 1 à 1, qui se trouve avoir une direction, alors évidemment, avec une pente irrationnelle, en direction de laquelle qui correspond à un vecteur propre, à une valeur propre de module strictement plus grand que 1. Et donc, ce qui fait que quand on itère un certain nombre de fois, on prend un petit carré et on regarde son image en itérant cette transformation, ce petit carré s'allonge de cette manière-là, et quand on reproduit ça dans le tore, on voit apparaître quelque chose qui s'équirépartit, qui plus on itère et plus ça remplit le tore. Donc il y a des exemples de ce type, des exemples de nature algébrique. Il y a des exemples de nature géométrique, comme les flots géodésiques. Donc ceci est lié à l'exposé de Fanny Cassel. Donc on considère une surface qui a cette forme-là quand on la regarde de profil, et puis si on tourne, qu'on regarde ici, on va voir la même forme apparaître, donc quelque chose. Donc on est en courbure négative. On regarde le flot géodésique, donc le plus court chemin, et bien on a encore un comportement chaotique qui apparaît. Donc là, je suis dans le tore T3, c'est-à-dire que quand je sors ici, je réapparais là, d'accord ? On est en dimension 3. Pas facile à dessiner. Et donc on peut aussi représenter ça comme des quotients du demi-plan de Poincaré, et on peut aussi le représenter dans T3. Des systèmes différentiels, donc l'attracteur de Lorentz qui est apparu, dont Edward Lorenz, qui est un météorologue, donc, ce qui a été vulgarisé en disant que un battement d'ailes de papillon pouvait, à l'autre bout de la planète, provoquer un changement météorologique très important, donc une sensibilité aux conditions initiales. Donc, ce qu'a fait Edward Lorenz, il est parti des équations de Rayleigh-Bénard, il les a simplifiées, il est arrivé à un système d'équations, et ce système d'équations mène au fait que pour la plupart des points de départ, on va s'approcher de trajectoires de ce type, donc d'un attracteur étrange, et donc tout d'un coup, on semble suivre quelque chose de périodique, et hop, on va passer sur l'autre, donc avec des changements qui paraissent complètement chaotiques, complètement aléatoires. Un autre exemple, évidemment, de système qui se comporte de manière chaotique, ce sont les suites de variables indépendantes et de même loi. Donc, ça c'est lié à l'exposé de Michel Talagrand. Et donc, l'exemple dont je vais vous parler, c'est celui qui est issu, en fait, du gaz de Lorentz et qui amène au billard dispersif. Donc, les billards dispersifs, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une particule ponctuelle qui se déplace dans un domaine. On suppose que cette particule va tout droit à l'intérieur du domaine et qu'elle rebondit suivant la loi usuelle de la réflexion de Descartes, à savoir angle incident égale angle réfléchi à l'instant d'une collision. Et on s'intéresse, vu qu'il ne se passe pas grand-chose en fait entre deux chocs, la particule va juste tout droit, on s'intéresse à ce qui se passe, à la dynamique aux instants de collision. Donc, c'est donné par une transformation. On considère X un couple position-vitesse après une collision. Et donc, la transformation T, le Tx, correspond à la configuration après la collision suivante. Donc, couple position-vitesse après la collision suivante. Alors là, je vous ai dessiné un certain nombre de domaines qui ont des comportements chaotiques. C'est-à-dire que quand le temps devient grand, donc imaginez typiquement, vous avez une particule qui se déplace à la vitesse de la lumière, donc ça va très très vite, donc vous êtes très vite proche du comportement à grand temps.
Donc le modèle de Lorentz, c'est celui qui est en bas à droite, c'est celui avec une répartition, donc le modèle périodique avec une répartition périodique des obstacles. Et voilà. Donc ce modèle avait été introduit pour modéliser le déplacement d'électrons dans des métaux faiblement conducteurs. Donc c'était une simplification de la réalité. Et c'est une simplification de la réalité, mais difficile à étudier en pratique. Rigoureusement en mathématiques. Alors, donc je vais, avant de vous parler des propriétés chaotiques de ces systèmes, je vais vous dire ce qui se passe dans des cadres qui sont purement probabilistes, donc purement chaotiques. On regarde une somme de variables aléatoires indépendantes, donc pensez par exemple à pile ou face, donc plus 1 ou moins 1, donc le modèle dont parlait Michel hier. Et puis vous ajoutez, et puis qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on fait les moyennes, on s'approche de 0. Donc ça, c'est la loi forte des grands nombres, ça dit que l'espérance d'une variable aléatoire, en fait, c'est la limite des moyennes. Et que cette moyenne théorique, finalement, ce n'est rien d'autre que la limite des moyennes spatiales. Il se trouve que d'un point de vue dynamique, on peut construire des variables aléatoires qui sont indépendantes et de même loi. Donc la première manière qui est assez algébrique, c'est de considérer l'application qui consiste à multiplier par 10 modulo 1. Multiplier par 10 modulo 1, ça veut juste dire que quand vous écrivez l'écriture décimale, en fait, vous décalez. Donc, quelle transformation c'est? On est sur l'intervalle 0,1. Alors, on coupe en 10 ce que je ne vais jamais réussir à faire d'une manière... Voilà, vous pouvez être sûr que je vais arriver à 9 ou à... Non, c'est bon. Voilà, et donc, voilà. C'est juste cette transformation-là. On multiplie par 10 modulo 1. Et donc, on prend quelque chose de centré. Donc, on prend une fonction centrée. Qu'est-ce qu'on prend comme fonction centrée? On prend la fonction qui... donc, ici, c'est 1,5, qui ici va valoir 0,5, ici, moins 0,5, ici, 1,5, ici... moins 1,5 sur ces intervalles-là, et ainsi de suite, donc ce que j'ai rigoureusement écrit sur la slide. Et donc, c'est quelque chose qui a une espérance nulle. Donc maintenant, on choisit un point au hasard, dans l'intervalle 0,1, donc au hasard, la mesure de Lebesgue, la loi uniforme. Eh bien, quand on regarde ces variables-là, elles sont indépendantes et de même loi, et centrées. Et donc, elles vont vérifier le théorème que j'ai mis au-dessus. Donc, ça apparaît de manière naturelle, juste en regardant des transformations algébriques, des morphismes de groupes simples, on voit apparaître ce genre de variables indépendantes. Un autre cadre, c'est, si on vient des probas, on a plutôt envie d'avoir un modèle vraiment probabiliste, donc qu'est-ce que l'on fait? On peut construire directement, on prend des variables aléatoires, on considère l'ensemble des suites de valeurs que cela peut prendre, on met la mesure produit, et en faisant ça, c'est juste une manière de formaliser les variables aléatoires, indépendantes et de même loi. Mais ça peut se voir avec une transformation qui consiste à dire, bon, je décale d'un. Ça s'appelle le décalage, cette transformation qui a la suite xn associe la suite décalée de 1, xn plus 1. Et dans ces cas-là, quand on prend juste pour f la première valeur de la suite, le f rond tk nous donne bien la kème valeur de la suite. Et donc, ce qu'on observe bien, du coup, on voit bien apparaître la suite, voilà, les variables qui sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc ça, c'était la première étape. Les moyennes convergent vers l'espérance. Deuxième étape en probabilité, c'est le théorème central limite. Alors là, j'ai choisi de vous montrer un théorème central limite fonctionnel. Parce que c'est une manière de définir le mouvement brownien, en fait. Si on prend des variables aléatoires indépendantes, de même loi, centrées, et qui admettent un moment d'ordre 2, on regarde leur somme, on regarde la trajectoire. Donc on regarde la trajectoire, c'est-à-dire que on s'arrête au temps nt, et donc ça nous donne une fonction qui a t associe ceci. Donc c'est une trajectoire. Et donc quand on la normalise par racine de n, on obtient à la limite le mouvement brownien. C'est une manière de le définir même. Il y a des manières théoriques de le définir, mais on peut dire c'est juste la limite du pile ou face infini en regardant jusqu'à nt, quelle trajectoire apparaît. Donc je vous montre une trajectoire. Un peu moins connue, il y a des convergences vers des browniens, vers un mouvement brownien avec d'autres normalisations. Alors quand est-ce que ça peut se produire? Eh bien ça peut se produire par exemple si la queue de distribution, donc la probabilité que x1 soit plus grand que x, se comporte en x-2. Alors
qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc il y a une formule très très pratique qui permet de calculer l'espérance, qui dit que l'espérance de x à une certaine puissance, c'est la probabilité que x à cette certaine puissance soit plus grande que t. Voilà, et on intègre ces probabilités. Et donc, ici, quand on regarde l'hypothèse que l'on a là, ça, c'est pareil que la probabilité que x soit plus grand que t à la puissance 1 sur alpha. Et donc ça, c'est de l'ordre de, voilà, donc x de t moins 2 sur alpha. Donc on voit que ça ne va pas être intégrable quand alpha sera égal à 2, donc il n'y a pas de moment d'ordre 2. Par contre, il y a des moments de tous ordres proches de 2. Donc c'est un cas un peu critique. Dans ce cas-là, on a encore convergence vers un mouvement brownien, mais avec une normalisation en racine de n log n. Et donc si on pousse encore moins d'intégrabilité, au lieu de se comporter en x-2, ça se comporte en x-alpha, la queue de distribution est du coup plus grosse, c'est plus gros à l'infini, ça tend moins vite vers 0. Et bien dans ces cas-là, on peut voir apparaître aussi des processus qui sont des processus de Lévy, donc qui sont plus continus. Le mouvement brownien était un mouvement continu, ce sont des processus avec des sauts. Donc quand on a la queue de distribution qui se comporte en x-alpha, avec des variables iid, indépendantes, de même loi, centrées, la normalisation devient n à la puissance 1 sur alpha, et à la limite, on a des trajectoires discontinues. Donc là, c'est... Voilà. Donc ça, c'était des modèles purement probabilistes. Je reviens au billard dispersif. Donc je vous rappelle ce que j'ai dit. On considère à l'instant... Donc Q0, V0, c'est la position, le couple position-vitesse à l'instant initial. À l'instant n, ce sera le couple QN-VN. Et ce couple QN-VN s'obtient juste en itérant une transformation qui consiste à dire au couple position-vitesse à un certain instant de collision, j'associe le couple position-vitesse à l'instant de collision suivante. Donc on est en train juste de s'intéresser à une itérée de transformation et comment ça se comporte. Alors la première question qui est liée à la loi forte des grands nombres, avons-nous loi forte des grands nombres? Eh bien, la réponse est... Donc là, je regarde le billard de Sinaï. Donc le billard de Sinaï, c'est le billard dans le tore. C'est-à-dire que dans la trajectoire que j'ai représentée ici, on part de la position qui est là, on arrive au bord du tore, donc on revient par l'autre côté, donc on identifie la partie gauche et la partie droite, la partie haute et la partie basse. On monte, là on sort par en haut et donc on revient par en bas, voilà. Donc ça, c'est la première configuration, celle d'où je pars. Ça, c'est le X, et ça, c'est le TX. Donc, je vous ai fait un dessin dans ce qu'on appelle en horizon fini et un dessin en horizon infini. L'horizon infini, c'est le cas où vous pouvez tracer une droite qui évite tous les obstacles. Et en fait, on aura des résultats qui pourront être de nature différente dans un cas ou l'autre. Il se trouve que pour ceux que je vais vous donner là, sur cette page, ce sont les mêmes résultats. Donc, la première question, l'ergodicité, c'est lié à la loi forte des grands nombres. Donc, Sinaï a montré qu'on a la moyenne qui converge vers une espérance. Alors, l'idée, comment on montre ça? En fait, ça utilise de la géométrie. Ça utilise la géométrie des obstacles. Ça utilise le fait qu'on peut construire des courbes qui sont de classe C1, qui, sous l'action de T, alors, il y a des courbes que j'ai notées gamma plus, souvent, qui sont des courbes, les courbes stables, qui, quand on itère, alors voilà, donc j'ai écrit plus et moins, j'ai écrit une formule très très synthétique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on regarde Tn de gamma plus, ça décroît à vitesse exponentielle. Et quand on regarde T moins n de gamma moins, ça décroît. La longueur décroît à vitesse exponentielle. Donc il est possible de construire des courbes de classe C1, mais la difficulté avec les billards, c'est qu'il y a beaucoup de singularités. Pourquoi il y a des singularités? Parce qu'à chaque fois qu'il y a tangence, voilà, vous allez avoir des points très très proches qui vont arriver sur des obstacles très très différents. Donc en raison de ces singularités, malheureusement, ces courbes peuvent être arbitrairement petites. Donc ça complique par rapport à l'étude du flot géodésique sur les variétés à courbure négative.
Donc, comment on prouve? Mais comment on s'en sort? Donc, il y a cet argument, un argument du zigzag, qui dit, prenons une fonction eulérienne, par un argument tout à fait général de théorie ergodique, on sait que les moyennes vont converger, à la fois dans le futur et dans le passé, qu'elles vont converger vers la même chose. Et le problème pour dire que c'est ergodique, c'est de dire que la limite, c'est une constante, et ce sera du coup une intégrale. Donc, comment on fait? Donc, ce qu'a fait, donc assez historiquement, les preuves qui utilisaient l'hyperbolicité consistaient à dire bon, je prends un point, j'en prends un autre, je prends sa feuille stable, je prends sa feuille instable. Ici, ça s'intersecte, et puis donc, comme ici la limite est constante parce que comme ces courbes-là vont avoir le même futur, elles vont être contractées à l'infini, quand n tend vers plus l'infini, et celles-là vont être au contraire contractées quand sous les itérés négatifs. Donc finalement, là, les limites sont constantes, et donc comme les limites sont constantes ici, les limites sont constantes ici, eh bien les limites sont égales puisqu'elles vont coïncider ici. Alors, ça ne marche pas pour le billard à cause de ces singularités. Donc, au lieu de faire ça, quelle est l'idée? L'idée, c'est de le faire. Les courbes peuvent être très petites, mais il y en a tellement que on va arriver à construire un chemin de feuilles stables et de feuilles instables qui passe de x à y. Et d'où vient en fait l'existence de ces courbes stables et instables? Eh bien, si vous voyez dans la formule, le lambda 0 qui dit à quelle vitesse ça se contracte, dedans, il y a le minimum du temps entre deux collisions. Le taux, c'est le temps entre deux collisions. Et il y a le minimum de la courbure. Donc, la géométrie est là. Voilà. Donc, là, la preuve de l'ergodicité est basée sur la géométrie. Si on veut aller un peu plus loin, donc on veut aller vers le théorème central limite fonctionnel, donc ça va être vrai. Alors, ce qui se passe dans les systèmes dynamiques, contrairement, alors je reviens peut-être sur le résultat précédent. L'ergodicité, pour toute fonction, on a les moyennes temporelles qui convergent vers les moyennes spatiales. Ceci est valable pour toute fonction intégrable. Toute fonction intégrable. Quand on veut montrer le théorème central limite, on se retrouve avec une difficulté qui est qu'on peut toujours construire des fonctions qui vont avoir plein de comportements très très différents en termes avec une autre normalisation. Donc, on ne peut pas espérer un tel résultat pour toutes les fonctions de carré intégrable. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On met de la régularité. Avec de la régularité, on essaie de montrer ces résultats avec de la régularité. Et donc, là, l'énoncé est un énoncé de convergence en loi vers un mouvement brownien, avec la même normalisation que pour des variables IID, indépendantes et de même loi, de carré intégrable et centré. Quelle est la différence? C'est que l'on a mis une hypothèse. Les fonctions ici sont eulériennes. Et l'autre différence, il y a une constante qui apparaît devant le mouvement brownien. Dans le cas des variables IID, cette constante était simplement donc le sigma f dans le cas des variables IID, c'était simplement l'écart type. Donc, on prend la norme 2. La norme 2 de la variable aléatoire. Ça, c'est remplacé ici par donc une racine d'une somme. J'ai écrit sigma 2f, ça veut dire que le sigma f, c'est la racine de ça. C'est une somme infinie. Donc, on est très content. C'est explicite, en un certain sens, mais bon. Après, il faut l'estimer, le calculer. C'est pas donné par une formule directe. Donc ça, c'était pour les fonctions eulériennes. Alors maintenant, si on s'intéresse au gaz de Lorentz Z2 périodique, donc qui est juste, vous voyez, un dépliement de ce qu'on vient de voir. On pave le plan avec le billard de Sinaï de tout à l'heure. Et du coup, ce qui va être important aussi, c'est non seulement donc dans ces billards Z2 périodiques, il y a à la fois ce qui se passe à un niveau microscopique, c'est-à-dire dans le tore en fait, avec ses identifications. On a la trajectoire, mais on a aussi besoin de savoir dans quelle copie du billard de Sinaï, dans quelle case on est. Et si on s'intéresse à la position à la nème collision, ce qui compte essentiellement, c'est dans quelle case on est. On est juste en train de regarder dans quel numéro de cellule on est. Et il se trouve que ce numéro de cellule dans lequel on est, ce numéro de cellule peut s'écrire comme une somme de phi rond
TK, mais TK pour la transformation du billard de Sinaï. Donc la transformation modulo Z2 pour la position. Donc on a une somme du même type que les précédentes. Dans le cas, et là on a différence, suivant que l'horizon soit fini ou infini. Dans le cas où l'horizon est fini, qui est le dessin que j'ai fait à gauche, ou si normalement, si je l'ai bien fait, on n'est pas capable de prendre une règle et puis de tracer un trait sans toucher un seul obstacle, alors que dans le deuxième, vous voyez déjà, vous avez des horizontales et des verticales qui ne touchent aucun obstacle. Donc dans le premier cas, il se trouve que cette fonction-là, cette fonction phi est bien sympathique. Elle n'est pas eulérienne, mais elle n'est pas loin. Elle est eulérienne en fait en un certain sens. Elle est constante par morceau et elle est bornée. C'est merveilleux. Dans le cas en horizon infini, par contre, il se trouve qu'elle n'est pas bornée. Elle n'est pas bornée. Vous voyez, vous pouvez toujours prendre un point qui est... comment vous faites pour montrer qu'elle n'est pas bornée? Vous partez d'ici. Voilà. Et en prenant un angle assez petit ici, vous pouvez aller très très loin. Donc votre numéro de cellule n'est absolument pas borné. Et non seulement pire que d'être pas mordé, c'est que quand on le regarde avec la mesure de Sinaï, celle qui apparaît dans le théorème ergodique, eh bien on voit qu'en plus c'est pas de carré intégrable par rapport à cette mesure. Et on a le même équivalent que celui que l'on avait qui nous donnait le théorème, la convergence en loi vers un brownien avec la normalisation non standard. Alors après, ça a été un travail de montrer qu'effectivement, on a ce théorème. Donc dans ce cas, en horizon infini, on a convergence de la position vers le mouvement brownien, c'est-à-dire que si on considère une particule qui se déplace à la vitesse de la lumière dans un milieu périodique comme cela, on va avoir l'impression de voir un mouvement brownien. Mais la normalisation est en racine de n log n. Voilà, donc, et il y a un sigma qui apparaît. Donc le petit sigma de phi que je vous ai mis, c'est la même formule que tout à l'heure, parce que finalement, c'est une fonction qui est suffisamment sympathique pour que les théorèmes précédents s'appliquent, elle est donnée par cette somme. Et par contre, le grand sigma qui apparaît dans le cas où l'horizon est infini, c'est quelque chose qui sera plus facile à expliquer, en fait, paradoxalement. On pourra le calculer. On regarde en regardant la géométrie, en regardant les obstacles, on est capable de le calculer. Alors, comment on prouve ces résultats? Donc là, je vous ai dit un petit peu que la géométrie était à la base, que la géométrie des obstacles permettait de dire qu'il y avait des feuilles stables, des feuilles instables, de montrer l'ergodicité et plein d'autres choses. Eh bien, en combinant ça avec des méthodes d'analyse fonctionnelle, donc des méthodes de perturbation d'opérateurs, on prouve ces théorèmes limites. Comment faisons-nous? Donc on considère la grande idée qui a émergé, a été de considérer, de ne pas regarder juste les orbites, mais de considérer la composition par T, de la voir comme une application sur des fonctions. Et ensuite, d'utiliser la géométrie, donc l'hyperbolicité, pour dire qu'en fait, on a une propriété de quasi-compacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, on regarde l'opérateur de transfert et on va montrer que sur un bon espace de Banach, cet opérateur de transfert a une propriété de compacité. Alors, une propriété de compacité, c'est même plus fort, de quasi-compacité. Ça veut dire, vous voyez, que l'itéré converge vers l'espérance à une vitesse exponentielle. Donc, ça veut dire que si je regarde le spectre, donc il y a la valeur 1, et puis le reste du spectre est contenu dans un disque de rayon exponentiel moins 1. Là, c'est l'allure du spectre de P. Alors ensuite, il y a cette formule clé, qui est la formule clé de la méthode de Nagaev-Guivarch. C'est comment on lit... Alors, l'objectif est de montrer un théorème central limite. Je ne vous parle pas du théorème central limite fonctionnel, juste du théorème central limite à t égale 1 fixé. Donc, l'idée est d'utiliser la preuve par les fonctions caractéristiques. Donc, on a juste besoin de montrer que la quantité qui est à gauche va converger vers la fonction caractéristique de la loi normale, à savoir exponentielle moins t2 sur 2. Alors, comment faire? Eh bien, donc la formule clé est de dire que cette espérance peut s'écrire comme l'espérance d'un itéré d'opérateur. Et cet opérateur est une perturbation de l'opérateur qui est ici. Donc, on prend cet opérateur, il va correspondre à P0, P à t égale 0. On a un opérateur PT qui est, je prends la fonction, je la multiplie par EI t phi,
Et voilà, donc ça c'est PTF. Voilà. Et quand on prend t égale 0, c'est égal à celui-là. Et donc là, l'idée, c'est, ah oui, mais ça a un spectre de cette allure-là. Donc si je prends t proche de 0, je m'attends à avoir un spectre qui aura à peu près la même allure. Alors peut-être que je vais perdre un peu, là j'avais exponentielle moins a, donc peut-être que ici ce sera dans un disque un peu plus grand, mais ici j'avais de la marge. Et la valeur propre sera là, donc elle sera plus égale à 1, mais elle se rapproche. Donc c'est juste ça, c'est la régularité du spectre. Et avec ces résultats de régularité du spectre, donc du coup, on a cette formule ici qui, quand on prend t proche de 0, en utilisant des méthodes de perturbation spectrale qui sont valables parce qu'on a de la quasi-compacité, on arrive à dire que pour PT, on a le même type de décomposition. Donc, on a lambda t à la puissance n, ce qui était un 1 ici devant l'intégrale. L'intégrale est remplacée par un pi t qui va converger vers l'intégrale. Et puis, on a une erreur qui est négligeable. Plus des développements asymptotiques, des développements limités pour le lambda t. Donc là, je vous ai écrit les deux développements. Le premier correspond au cas où on est en horizon fini. Le deuxième correspond au cas où on est en horizon infini. Donc dans un cas, c'est du 1 moins t2. Donc je l'écris sous une forme exponentielle parce que ce sera plus pratique pour converger vers une exponentielle. Mais je suis juste en train de dire que c'est 1 moins t2 sigma 2 sur 2, le début du développement limité. D'accord? C'est une manière un peu compliquée d'écrire ça, mais qui est plus pratique après. Et dans le deuxième cas, on a un log qui apparaît. Et donc, le AN que l'on va prendre, qui va être la normalisation, dans le premier cas, c'est racine de n, dans le deuxième, c'est racine de n log n. Et dans les deux cas, en fait, le pi t s'approche de l'intégrale. Et en mettant tout ça ensemble, eh bien, du coup, la fonction caractéristique s'écrit juste comme le lambda t. Donc, ce que je fais ici, vous voyez, c'est que dans cette formule où on divisait sur AN, je mets t. C'est ce que j'avais écrit ici, P puissance AN de T sur AN. Donc il faut prendre P en T sur AN. Donc AN va tendre vers l'infini, T sur AN va tendre vers 0. Ça tombe bien, on est intéressé on a un résultat sur ce qui se passe au voisinage de 0. Donc on a cette expression-là, donc l'espérance, elle est proche de 1, donc on la remplace par 1. Le lambda T sur AN à la puissance N, on met ça à la puissance N. Et du coup, ce qui sort, c'est de manière magique, exponentielle de moins sigma 2 T2 sur 2. Voilà, l'idée de la preuve, c'est ça. Donc ça utilise vraiment de l'analyse, de la géométrie au départ, puis de l'analyse. J'en reviens, je vous ai dit que le sigma qui apparaissait pour le gaz de Lorentz en horizon infini avait une formule que l'on pouvait calculer juste en regardant l'allure des obstacles. Donc effectivement, la formule est explicite. Donc, elle s'exprime en termes de corridor, c'est très joli. Donc, je vous ai fait plusieurs dessins, je vous représente juste un corridor. Vous avez un corridor comme ça. Donc, pour chacun de ces corridors comme ça, vous allez calculer la largeur du corridor. Ça, c'est la largeur. Et vous allez calculer aussi ce que j'ai appelé la période. Donc la période, pour moi, c'est un vecteur, c'est-à-dire quand est-ce que je retombe sur une copie du même obstacle. Donc on peut avoir des corridors, comme je les ai fait là, horizontaux. Ça, c'est la longueur. Donc c'est un vecteur. C'est un vecteur W. Il a deux coordonnées. Et puis vous pouvez aussi... En fait, on se rend compte que quand on prend des obstacles petits, on peut avoir une foule en fait, de corridors diagonaux. Mais ça se calcule, donc on a une formule explicite, juste en regardant l'allure. Je trouve ça magnifique. Donc, ce que l'on a montré avec Dalia Teresiu, on s'était intéressé au temps de retour dans la cellule initiale. Donc, on a obtenu le résultat dans le cas où l'horizon est infini, et ça complète ce qui avait été obtenu auparavant par Sas et Voriu lorsque l'horizon est fini. Alors, peut-être que je peux juste vous dire d'où sortent ces log n, parce que ça paraît un peu bizarre. Oui. Les OI, ah oui, merci. Alors en fait, on a un nombre fini d'obstacles qui génèrent tous les autres. Donc on en choisit, voilà. Merci. Alors, il y a...
Donc je vais vous faire une preuve qui n'en est pas une, pour vous expliquer d'où sort cette formule. Donc en gros, la probabilité, donc pour la mesure de Sinaï, ça veut dire en partant de ces obstacles OI. Donc dans le premier, il n'y en a qu'un que l'on recopie plein de fois, dans le deuxième, il y en a deux. Donc quand je mets mu Sinaï, ça veut dire qu'on part juste de ces obstacles-là, des deux fixés. Sinon, ce ne serait pas très intéressant, on se trouverait avec l'infini. Donc la probabilité qu'on ne revienne, donc ça c'est le temps de retour sur ces obstacles initiaux. La probabilité que ce soit plus grand que n, en fait, moralement, ça se comporte comme l'inverse de l'espérance du nombre de passages en zéro avant le temps n. Je dis moralement, hein. Et quand on regarde cette espérance-là, l'espérance, vous savez que l'espérance, quand on compte, en fait, on est juste en train de faire une somme de 0 et de 1. Donc, en fait, on est juste en train de faire une somme, on regarde l'espérance d'une somme de nombre de fois où on est en 0 à l'instant petit n. Et donc, le nombre de fois où on est en 0, hop, du coup, ça devient une somme de probabilité. Probabilité, donc, être en 0 à l'instant n, c'était donné par la somme des phi rond tk. Alors, il faut que j'écrive mesure de Sinaï. Espérance pour la mesure de Sinaï. Et ici, c'est la somme de n égale 0 à n-1. Voilà. Alors, en fait, comme on a un théorème central limite pour cette quantité-là, on peut aller plus loin. On peut montrer un théorème limite local. Donc ici, la normalisation était elle était en 1 sur racine de n. Elle était en 1 sur racine de n log n. Mais on est en dimension 2 parce qu'on regarde des copies Z2 périodiques. Donc ce qui apparaît, c'est un carré. Donc, on se retrouve avec la somme de n égale 0 à n-1. En gros, ça c'est de l'ordre, à une constante près, de 1 sur n log n, et ça vous donne le log n. Voilà, ça sort de là. Et dans le cas horizon fini, c'est le même calcul, mais au lieu d'avoir racine de n log n, on a racine de n. On se retrouve avec la somme, voilà. Donc voilà d'où sortent ces normalisations. Alors il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment ça marcherait pour un flipper. C'est-à-dire qu'on associerait à chaque endroit une certaine valeur, et on regarde ce que gagne. En fait, on se pose la question du théorème ergodique en mesure infinie, du coup. Donc là, vous voyez en mesure finie ce qui était bien tout à l'heure. Pour le billard, pardon, faut pas que j'efface ce que je viens d'écrire. Pour le billard de Sinaï, on avait un résultat qui était l'ergodicité. Ça voulait dire que les moyennes pour Sinaï, mesure finie, le modèle dans le tore, on avait les moyennes convergent presque sûrement vers l'intégrale. Donc on a envie de regarder un résultat du même type, mais pour le gaz de Lorentz Z2 périodique. Donc là, la difficulté, c'est qu'on se retrouve avec un système qui préserve une mesure aussi, mais c'est une mesure infinie. Donc pour le gaz de Lorentz, on aimerait avoir un tel résultat, et il y a un résultat analogue qui existe, un résultat de convergence presque partout. Mais le prix à payer, c'est qu'au lieu d'avoir les moyennes qui convergent vers l'espérance, c'est que l'on a le rapport des sommes, donc ou des moyennes, comme vous préférez, qui convergent vers le rapport des intégrales. Quel est le gros problème que l'on a là? C'est qu'on ne peut pas prendre pour G la fonction 1. La fonction 1 n'est pas intégrable. Ça, c'est quelque chose qui est très, très pénible en mesure infinie. On ne peut pas retrancher la fonction. Vous avez une fonction intégrable, vous retranchez 1, c'est plus intégrable. Donc, l'une des conséquences, c'est ça. C'est qu'au lieu d'avoir un résultat de moyenne qui converge vers une espérance, on a un résultat de rapport de somme qui converge vers un rapport d'intégrale, du coup. On ne parle plus d'espérance, ce sont des intégrales. On est en mesure infinie. Alors, après, quand on voit ça, on se dit, bon, bah, c'est désespéré. Bon.
si on essaye de mettre une constante, quelque chose de déterministe à la place, pourquoi c'est désespérant de voir ça? Parce qu'on a quelque chose de compliqué en haut, on arrive à l'expliquer, mais avec quelque chose d'aussi compliqué en bas. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, si on essaye de mettre une suite déterministe, on a des résultats qui sont négatifs, du style non, ça peut jamais converger presque partout. Bon. Alors, on laisse tomber le presque partout. On est prêt à accepter de la convergence en loi, qui est une convergence plus faible. Et quand on est prêt à faire ça, eh bien, il y a des théorèmes qui ont été montrés, donc Dolgopiatsas et Voriu ont notamment montré que du coup, ce qui va remplacer, une autre manière de remplacer le théorème ergodique, c'est de dire les moyennes, donc les sommes, divisées par log n, vont converger, mais attention en loi, plus presque partout, donc elles vont converger vers quelque chose d'aléatoire, vers une loi exponentielle. Donc l'idée de la preuve, c'est, vu le résultat précédent, il suffit de le montrer pour une fonction particulière et on l'aura pour toutes les autres. La fonction la plus simple à prendre, c'est juste la fonction qui vaut 1 sur nos obstacles de référence. On fait ça, on calcule les moments, on est très courageux, on calcule les moments de tout ordre, on montre que les moments de tous ordres convergent, et c'est fini. Et le fait que les moments convergent, ça utilise encore une fois cet estimé-là, en fait. C'est ce qu'on appelle le théorème limite locale, la probabilité qu'à l'instant n, on soit revenu dans la cellule 0. Et donc, avec Damien Thomine, on s'est posé la question, c'est bien joli, mais que se passe-t-il si l'intégrale est nulle, c'est-à-dire un équivalent du théorème central limite? Si l'intégrale est nulle, on converge vers 0. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, on a montré qu'il se passe un peu la même chose qu'en mesure finie, que la normalisation en mesure finie, c'était ce résultat-là en 1, pour toutes les fonctions L1, et après, pour tout f Hölder, et d'intégrale nulle, 1 sur racine de n. Donc je multiplie ça par racine de n, du coup, et en faisant ça, si l'intégrale est nulle, ça c'est 0, je multiplie par racine de n, et en faisant ça, j'ai quelque chose à la limite qui n'est plus dégénéré. C'était ça, racine de sigma 2. Et là, on converge en loi vers quelque chose d'aléatoire. Donc là, il se passe la même chose. On a la normalisation en log n, on prend quelque chose d'intégral nul, régulier, et on met un racine sur la normalisation, et on a convergence en loi vers donc quelque chose qui fait apparaître, donc j'ai écrit n ici, je l'écris W1 dans mes slides, parce que c'est le mouvement brownien à l'instant 1. C'est la loi du mouvement brownien à l'instant 1. Donc on voit ce W1 apparaître, et puis on voit aussi la variable E, la variable de loi exponentielle qui apparaissait dans le théorème au-dessus. Et les deux sont supposées indépendantes ici. Donc on se retrouve avec à la limite un produit de loi. Alors d'où ça sort ce produit de loi? Donc je peux vous faire une petite heuristique. Si on s'intéresse à la somme jusqu'au temps n, on peut décomposer par le nombre de fois où on passe par la cellule 0. Donc on a la cellule 0 ici, hop, on fait un certain nombre de passages, hop. Et donc le premier, la somme de ma fonction vaut x1, le deuxième, la somme vaut x2, le troisième, la somme vaut x3, le quatrième, la somme vaut x4. Et donc je peux comme ça décomposer mes sommes en plusieurs sommes. Donc, et je suis juste en train de sommer sur justement le nombre de visites à la cellule 0. Donc j'ai le nn qui apparaissait dans le théorème précédent, qui apparaît ici, et donc j'y vais très très heuristiquement. Je dis bon imaginons qu'on ait un théorème central limite pour les xk. Le théorème central limite, que dit-il? Le théorème central limite dit que, en faisant comme si tout était indépendant, dit que ça se comporte à peu près comme racine de nn fois une gaussienne. Alors il y a le sigma, voilà. C'est ce que dit le théorème central limite en gros. Si les choses étaient indépendantes, ce serait exactement ça. Ça converge en l'eau, voilà. Et il se trouve que le nn ici, ce n'est pas quelque chose qui converge vers une constante, mais c'est quelque chose qui, normalisé par log n, converge vers une exponentielle. Donc ça vous donne l'argument heuristique. C'est pas une preuve, mais ça explique d'où ça sort. D'où sort ce produit de deux variables indépendantes. Alors je vais changer de table de billard.
Je vais vous parler du billard stade de Bunimovic et du billard avec des cusps ordinaires. Donc, les cusps ordinaires, c'est en fait, vous prenez des cercles tangents, c'est très facile à construire. Le billard stade, en fait, peu importe la longueur, l'important c'est qu'elle soit positive, ça ne doit pas être un cercle. Donc, les deux résultats, Peter Balint et Sébastien Guezel et Peter Balint, Nikolai Tchernov et Dmitri Dolgopiat ont montré que pour ces deux modèles, il y avait un théorème central limite non standard, comme celui que l'on a vu pour la position, pour le gaz de Lorentz en horizon infini. Encore une fois, le I qui apparaît là, ça va être quelque chose de très très calculable. Donc je reviendrai là-dessus. Donc ça se comporte voilà, comme des sommes de variables aléatoires qui ne sont pas de carré intégrable, mais presque. Et avec Paul Young et Hong Kong Zhang, nous nous sommes intéressés à des cusps d'ordre supérieur, donc qui se collent plus, qui adhèrent plus que juste deux cercles, donc en mettant un ordre bêta. Et ce que nous avons montré, c'est que dans ces cas-là, il y a convergence. Donc là, dans ce cas-là, ça se comporte comme des sommes de variables indépendantes et de même loi. Mais quand on sort du cadre où on converge vers la loi normale, mais du cadre où on converge vers un processus de Lévy, donc le processus à saut, la trajectoire à saut que je vous avais montré tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer qu'en fait, ce qu'il y a derrière ces théorèmes, c'est de la géométrie, beaucoup de géométrie. En fait, c'est la géométrie des dynamiques. Alors, tout d'abord, l'idée est de se dire, là, on a des problèmes. Quels sont les problèmes avec ces deux systèmes? Les problèmes avec ces deux systèmes, c'est que, en fait, il va y avoir des phases pendant lesquelles il ne va pas se passer des choses très, très chaotiques. Quand vous êtes proche de la verticale dans le stade, c'est pas très chaotique. Quand vous entrez dans un cusp, en fait, alors c'est très très dur à dessiner des trajectoires qui passent un très très grand temps dans le cusp. C'est très très dur à dessiner. En gros, on zoome sur cette zone-là. Hop, on a l'idée que c'est presque parallèle, mais ça l'est pas tout à fait. Donc ça arrive forcément quasiment comme ça. Et puis après, ça va lentement tourner comme ça. Et puis il y a un moment où, parce que c'est quand même pas beaucoup plus loin, c'est indessinable. Hop. Eh bien, là, on change de sens et on fait demi-tour. C'est pas très, très chaotique. Bon. Mais néanmoins, ce qui se passe à l'extérieur est très, très chaotique. Donc, l'idée est de considérer, au lieu de considérer un ensemble particulier qui correspond au moment où on quitte un demi-cercle ici. Et pour les cusps, eh bien, l'ensemble particulier, ça va juste être, j'enlève les cusps. Je me place à l'extérieur des cusps. Donc, je supprime ça. Oups, pardon. Et donc, je regarde l'application qui consiste à revenir pour la première fois dans ces ensembles-là. Donc, alors, je vais peut-être prendre une craie de couleur. Ah, il n'y en a pas. Ah, si. Non. Bon, tant pis. On va faire ça en couleur. Donc, je répète les ensembles. Les vecteurs qui quittent un demi-cercle. Et les vecteurs qui sont basés n'importe où, mais pas dans un voisinage du cusp. Et donc ces applications-là se comportent en fait comme le billard de Sinaï. Elles ont des singularités, elles sont un peu plus compliquées parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais moralement, on a encore de l'hyperbolicité, on va encore avoir les feuilles stables et instables, etc. Et ça va se passer très bien pour ces applications. Mais par contre, ce qui va jouer un rôle, c'est ce qui va se passer, c'est qu'ici, quand on va faire une trajectoire longue de rebond, on va sommer plein de fois. Vous voyez, à la limite, on a ça, quoi. Donc, à la limite, ici, on a une espèce de partition. Si on met un temps n de réflexion, on est en train de faire une subdivision de pas 1 sur n. On est en train de parcourir vraiment toutes les valeurs. Et parcourir vraiment toutes les valeurs, ça fait que quand on va sommer notre fonction avant le temps de retour à l'extérieur du domaine, donc le temps de retour, eh bien, en fait, on sera très proche de l'intégrale de la fonction. On aura sommé quasiment n fois ce que vaut la fonction
en ces points particuliers, en ces couples position-vitesse particuliers. Les points basés sur les segments et avec une direction verticale. Et donc ça, c'est la constante qui apparaît dans la limite, dans le processus. Je vous avais dit qu'il y avait une fonction IF, que ça convergeait vers IF fois soit la loi normale, soit un processus de Lévy. Le I qui apparaît, dans le cas du stade, c'est juste ça. C'est l'intégrale de la fonction sur les vecteurs qui sont basés sur les deux segments et dirigés et verticaux, avec une direction verticale. Dans le cas des cusps, c'est l'inverse qui se passe. Au lieu de faire varier, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je vous ai zoomé ça. Et en fait, ça se passe là. Donc, on est très, très proche du point P, du cusp. Et en fait, comme on a des fonctions régulières, on est très, très proche de la valeur en ce point P. Et donc, au lieu d'avoir, à la limite, une intégrale, enfin, au lieu d'avoir une subdivision de l'espace avec une direction qui est toujours la même, là c'est l'inverse. On va avoir une position qui est quasiment toujours égale à P, qui est très proche de P, et un angle qui varie de manière régulière, qui tourne comme ça. Et donc, ce qui va apparaître à la limite, ça va être alors est-ce que je l'ai écrit ? Oui, je l'ai écrit, oui c'est ça, l'intégrale, je l'ai écrit tout en bas ici. C'est l'intégrale aux endroits des cusps. C'est une certaine intégrale. Le sinus qui apparaît là, c'est lié en fait à comment la vitesse varie entre deux chocs, qui est complètement calculable. Voilà, donc j'ai fini. Donc je vous remercie pour votre attention et je souhaite un joyeux anniversaire à la SNF. Merci beaucoup Françoise Pen pour ces développements. Je voudrais là aussi qu'on puisse... Alors, il y a un petit micro qui l'harcèle, oui. Mais on va faire comme si on n'entendait pas. Je vous propose de poser vos questions, vos remarques, vos commentaires à Françoise Pen si vous le souhaitez. Là encore, merci encore pour le respect du timing. On a 5 minutes pour pouvoir éventuellement revenir sur certains points qui ont été évoqués. Et je vous remercie d'avoir commencé votre exposé en répondant à une question que je ne vous ai pas posée, mais que j'aurais dû, du coup. Merci. C'est toujours intéressant, me semble-t-il, en tout cas, moi qui ne suis pas mathématicien, intéressant de voir un peu les origines des parcours. Qu'est-ce qui fait qu'une femme ou qu'un homme se décide à s'engager dans un parcours de recherche, voilà, comme celui-ci. Pas de questions, de remarques ? Monsieur. Oui, donc là, tu nous as donné l'exemple en horizon infini, pardon, où il y a ce produit de loi, la racine carrée d'une loi exponentielle. Alors ça, oui, c'était horizon fini. Pardon, horizon fini. Oui. Donc là, c'est pour une fonction à valeur dans R. En dimension plus grande, c'est quoi? C'est juste la partie mouvement brownien qui passe en dimension. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux préciser ta question? Si tu prends le F... Ah oui, d'accord, non. Ah, le F à valeur dans RD? Oui. Oh, ça passe oui, tout seul, oui. Mais c'est quoi? La partie exponentielle reste comme elle est, puisque ça correspond... Oui, parce que ça correspond exactement au NN. Donc, oui. Oui. Merci. Juste une petite question basique sur le billard de Sinaï. Oui. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe si sur l'obstacle convexe, oui, il y a une petite partie plate? Alors... Parce qu'à un moment donné, il apparaît un minimum de la courbure, c'est ça? Oui, il faut refaire. Globalement, c'est chaotique, ça va l'emporter. Mais bon, il faut le refaire. Merci beaucoup. S'il y a des mains qui se sont levées, je ne t'ai pas vu, n'hésitez pas à le refaire. Non? Très bien. Écoutez, on peut vous remercier une fois de plus, vous applaudir chaleureusement.